Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Alors je crois que ton son est coupé, c'est pour ça que tu n'apparais pas à l'écran. Le temps que tu trouves le moyen de réactiver ton son, Sonia, je vais te présenter. Un grand merci d'être. Oui, super. Bonjour. Alors là, j'ai envie de faire ça, mais non, tu peux regarder là. je regarde là. Là aussi. Là aussi. Un grand merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, Sonia. Surtout que c'est un jour particulier pour toi et puis que tu n'es pas en France. Et on s'était dit, waouh, est-ce que la connexion va marcher, pas marcher? Elle marche, super génial. Alors, un grand merci. C'était une évidence pour moi que tu devais, et merci d'avoir accepté, être présente à ces journées-là. Quelques mots sur toi pour te présenter, si tout le monde ne te connaît pas. Tu es réalisatrice. Alors, j'ai commencé comme ça, tu es initiatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les EMI. EMI, expérience de mort imminente. Deux sessions, deux rencontres qui ont eu lieu en 2006 et en 2013. Et en fait, c'était des moments très, très importants. Tu vas peut-être, merci Ivan d'avoir ramassé mes feuilles, peut-être en parler, les évoquer. En 2006, tu ouvres en France, et je veux dire dans l'espace francophone, tu libères le champ de la parole sur les EMI, état de mort imminente, et donc sur la question de la conscience. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que les scientifiques post-matérialistes, pour avancer sur leurs travaux, ils étudient beaucoup justement ce phénomène des EMI. Donc la question des EMI est une question clé. Tu as cofondé en 2009 avec le docteur Jean-Pierre Postel le Centre national d'études de recherche et d'information sur la conscience. Tu as réalisé un documentaire qui s'appelle Faux départ, qui est aujourd'hui utilisé dans des centres hospitaliers français à des fins pédagogiques et thérapeutiques. Ça veut dire que la question des EMI est entrée dans certains hôpitaux, dans le monde hospitalier. Et tu es l'auteur d'un livre je t'en félicite, qui marche très bien en ce moment et qui est passionnant. Et si cela vous arrivait, ces expériences de mort imminente qui transforment votre vie, chez Lotus Éléphant, et tu l'as publié, édité en 2021. Il est donc tout récent. Bonjour Sonia. Bonjour Laurence. Et alors là, tu sais, je vois la caméra et pas toi, mais continue à parler. Ça y est, super, je te vois. Je t'ai bien présenté, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, est le plus marquant pour toi? Qu'est-ce qui… je crois que c'est crescendo, Je crois que Martigues a été les premières rencontres, donc c'est ce qui a marqué les esprits. Ça a marqué une étape aussi dans la recherche, dans le fait que les gens ont libéré leurs paroles, les gens qui avaient vécu une EMI, que les blouses blanches, ont aussi accepté de plus témoigner. Et ça a marqué, il y a eu un avant et après Martigues. Mais après, le plus marquant, je crois qu'il n'y a pas plus marquant, c'est les premières et mon film qui me tient à cœur, bien sûr. Et c'était toujours une étape. Et aujourd'hui, mon livre, mais ça, c'est encore une autre étape de franchie parce que ça a été plus thérapeutique pour moi. Et il y aura la suite, peut-être, dont tu nous parleras tout à l'heure. Ce que je te propose, Sonia, c'est en gros, comme tous les intervenants, oui. De nous dire les EMI et leurs enseignements. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet pour éclairer le champ conscience et citoyenneté? Et puis, on garde un peu de temps pour les questions-réponses? Oui, alors… Oui, c'est à toi. Et juste techniquement, je vais demander à Philippe peut-être d'augmenter le son dans la salle, qui est un peu faible. Peut-être non. Il était trop fort. Eh bien, c'est parfait. Sonia, c'est à toi. D'accord, merci. Alors, au départ, les EMI, c'est ce qui m'a arraché d'une dépression. Les témoignages d'EMI, quand j'avais… Il y a un problème? Non. Ah, d'accord, ok. Non, vas-y. Ok, très bien. Donc, je souffrais d'une grosse dépression. J'ai failli mettre fin à mes jours. Et c'est en regardant un jour un film sur les EMI que j'ai été touchée par la sincérité des témoignages, l'authenticité. Et ça a eu un effet thérapeutique. Donc, non seulement ça m'a arraché, comme je le disais, à une dépression, mais ça a suscité ma vocation de devenir journaliste et de vouloir faire un jour un film documentaire à mon tour, avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique.
Donc, de là a débuté une enquête qui a duré plusieurs années où j'ai rencontré des témoins, des spécialistes. Et ce qui m'a le plus touchée et qui me touche encore aujourd'hui et qui est essentiel, c'est cette étape des EMI lorsque les gens disent avoir revu leur vie défiler en un instant et qu'ils ont ressenti le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Quand ils faisaient une bonne action, ils le ressentaient. Quand ils faisaient une mauvaise action, ils le ressentaient, mais aussi ils percevaient les conséquences de leur acte. Et c'était une vision qu'on leur donnait pour prendre conscience un peu euh, de ce concept qu'on était tous interconnectés les uns avec les autres. Alors, la question aujourd'hui dans ce colloque, et qui m'a beaucoup interpellée, parce que je trouve ça original, c'est l'idée de citoyenneté, de conscience. Comment les enseignements des EMI peuvent améliorer peut-être notre société? Parce que là, je vous ai parlé du bilan de vie, mais généralement, et on le sait, parce que c'est la caractéristique essentielle des EMI, c'est que cette expérience transforme de manière profonde et durable les gens qui la vivent. Et même les personnes qui entendent des témoignages. Alors, qu'est-ce qu'on retient des transformations? C'est que ça fait des gens qui revoient leur échelle de valeur. Donc, ce sont des gens qui sont plus sensibles à l'environnement, à leur relation avec les autres, à la nature, à la société. La plupart du temps, et vous le verrez avec Fabienne tout à l'heure, ce sont des gens qui transforment aussi, qui changent de métier. Alors, c'est des gens qui étaient peut-être dans la finance ou dans le commercial et qui se dirigent plutôt vers des métiers où ils guérissent, hein, des guérisseurs, des magnétiseurs ou dans l'humanitaire, plus associatif. Bon, voilà, ça devient des gens meilleurs, plus humains, plus soucieux de la solidarité, vers l'entraide en tout cas. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me disais, si tout le monde pouvait prendre conscience de ce concept qu'on était tous reliés les uns avec les autres, eh bien, il n'y aurait plus de conflits. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus tout le malheur qu'on vit à l'heure actuelle depuis des décennies, hein, depuis toujours d'ailleurs. Hein. Mais prendre conscience que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, je pense que ça changerait tout. Donc, si on l'applique maintenant dans notre société, alors dans notre société, il y a quoi? Il y a le travail, il y a tout ce qui est santé, il y a tout ce qui est économique. Ben, disons qu'on pourrait imaginer que ça ferait avoir conscience de toutes ces qualités, prendre conscience qu'on est conscient et qu'on est interconnecté. On pourrait imaginer une autre entreprise, une entreprise solidaire et sociale, comme on le voit maintenant, hein, mais encore plus consciencieuse. C'est-à-dire qu'on ne fait plus dans l'entreprise de l'argent pour faire de l'argent, ou du capitalisme, mais on le repartage beaucoup plus équitablement. Et c'est pour ça que je suis très sensible à l'économie solidaire et sociale, par exemple. Parce que l'idée, c'est de repartager, de donner à des associations. Et ça me touche vraiment. Et je pense que ça se rapproche le plus de cette conscience qu'on touche généralement lorsque les gens font des EMI. Voilà. Au niveau de la santé, le docteur Chambon en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt une vision plus holistique dans la pratique. C'est-à-dire que les gens, généralement, parce qu'il y a des médecins qui ont vécu des EMI, et la transformation, c'est quoi? C'est qu'ils ont revu leur pratique, donc beaucoup plus davantage à l'écoute, mais aussi ils prennent l'humain et la santé de manière plus globale. Voilà, ils prennent, c'est plus... ils savent qu'il y a un esprit, il y a une conscience, et qu'on doit soigner ou écouter davantage ou avoir une autre posture, en tout cas, vis-à-vis de la santé et puis de l'humain généralement. Alors, je vais revenir au travail. Dans le travail, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire avoir un état d'esprit qui est moins tourné vers la compétition, plus dans l'entraide. Généralement, les gens qui ont vécu des EMI sont plus intéressés par la possession, par les biens matériels, ni par la réussite sociale, entre guillemets, mais plus dans... S'ils pouvaient changer de métier pour aller dans des ONG ou dans des associations caritatives, ils le feraient. Certains le font d'ailleurs.
Donc, c'est vraiment une transformation radicale de notre société. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est juste que ta connexion se fragilise, mais continue, elle tient. Ah, d'accord, ok. Reste avec nous. J'espère, oui. Alors, ça veut dire quoi aussi ces transformations s'appliquent aussi dans tout ce qui est nature, l'environnement. Les gens qui ont vécu des EMI sont plus soucieux de l'environnement, de l'écologie. Ça, c'est important. Donc, ils sont plus respectueux des animaux. On voit souvent des gens qui ne mangent plus de viande, généralement, plus d'animaux. Ils deviennent plus végétariens, voire végétaliens. Et c'est vraiment intéressant parce que les animaux ne font qu'un, tous les êtres vivants, ils sont tous reliés. C'est une personne comme nous, quoi. Et c'est ce que j'ai pu observer, voilà. Alors, autre point qui me tenait à cœur, c'était imaginer à quoi pourrait ressembler un gouvernement avec des politiques qui auraient vécu une expérience de mort imminente ou des états modifiés de conscience ou qui prendraient conscience en tout cas de ce concept-là. Il y a des rires dans la salle. Il y a des rires, oui, parce que là, ils disent c'est utopique, et vous avez bien raison, mais bon, comme c'est la thématique. Ils attendent avec impatience. Pardon? Ils semblent attendre avec impatience. Ah oui, il ne faut jamais désespérer de la providence, hein, ça peut arriver un jour ou l'autre, peut-être pas dans ces décennies, mais bon, peut-être dans une autre vie, si vous croyez à la réincarnation. Qui sait. Mais bon, pourtant, attendez, rigolez pas, mais il y a des chefs de gouvernement à l'étranger qui ont cette mentalité. Hein. Je ne sais pas s'ils ont vécu une EMI ou pas, mais ils ne se versent pas de salaire, tout est pour le peuple, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais je sais que dans le passé, ça existait. Hein. Je sais que y a un chef de gouvernement tunisien, il ne se versait pas de salaire. C'était vraiment tout pour l'éducation, la femme, l'enfant, etc. C'était Habib Bourguiba d'ailleurs. Voilà, il avait tout axé sur l'éducation. Et on reconnaît un chef d'État et un chef de nation par ses priorités. Et lorsqu'on met la priorité sur l'éducation, c'est un père de la nation. Voilà, c'est pas un chef de gouvernement. Après, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Olivier Chambon. Alors, Olivier Chambon, il parle des psychédéliques. J'avais envie de faire la relation entre aussi avec les gens qui ont vécu une EMI. Est-il vraiment nécessaire de vivre une EMI pour avoir toutes ces transformations? Est-ce qu'on est obligé d'administrer des psychédéliques pour avoir tous ces états modifiés de conscience? J'en suis pas certaine. Est-ce que le fait, justement, de prendre conscience de tous ces concepts, de les accueillir, de les accepter tout simplement, hein, ça serait déjà pas mal suffisant. Parce que bon, on sait très bien que provoquer des EMI, on ne sait pas encore le faire. Les psychédéliques, bon, c'est pas encore légal, donc on va pas attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, moi je n'ai pas vécu d'EMI, et c'est des témoignages d'EMI à travers un film documentaire qui m'ont fait ces profonds changements. Ne serait-ce que déjà me dissuader de faire une tentative de suicide, ce qui n'est pas rien. Et il y avait un chercheur, ce psychosociologue qui s'appelle Kenneth Ring, qui avait fait ces observations-là en disant le fait d'écouter des témoignages d'EMI avait déjà été un peu comme contagieux. Il parlait de contagion bénigne des EMI. Je crois qu'il en a parlé dans un livre qui s'appelle Le Projet Oméga, ou En route vers Oméga, en disant que du fait que de plus en plus de personnes allaient vivre cette expérience, allaient en parler autour d'eux, ça allait changer notre société, notre monde, notre humanité. Donc, et pourquoi le faux départ est utilisé aussi dans les unités de soins palliatifs et que ça aide, que ce soit les patients ou les proches, c'est parce qu'il y a un effet thérapeutique. Le fait d'entendre des témoignages, pourquoi ça nous touche autant et que ça, sans vivre une EMI, ça nous amène à nous questionner, à nous remettre en question, peut-être parce que ça touche, peut-être ça nous fait résonner une vérité inconsciente qui est en nous. Voilà. Et je crois que c'est important.
Merci, merci, Voilà. merci Sonia de ce panorama. Merci. Vous pouvez, je crois, à distance, mettre des petites mains. On peut mettre des petits pouces ou des choses comme ça, je crois. Merci Sonia. Depuis 2006, alors tu es sur le sujet, je vais dire depuis 2000, le temps que tu organises les rencontres. D'abord, une première question. Cite quelques noms de personnes que tu as contribué à faire connaître en France, ou en tout cas que tu as amené et qui ont franchi soit les montagnes et les chaînes de montagnes, soit les océans. Quelques noms de personnes, de chercheurs qui sont pionniers dans ces explorations-là. Alors, oui. Alors, ce qui a fait le succès des premières rencontres, c'est que j'ai invité des gens qui étaient connus au niveau international, mais qui étaient soit jamais venus en France, soit très rarement, ou pas du tout. C'est le cas du docteur Raymond Moody, que tout le monde dans la salle doit connaître. C'est l'auteur, le psychiatre du livre, du best-seller La vie après la vie. Il y a eu le docteur Pim van Lommel, c'est ce cardiologue qui a publié, qui est le premier à avoir publié dans la revue The Lancet en décembre 2001. Il y a eu Sam Parnia, il y a eu le docteur Charbonnier aussi. Voilà, le docteur Charbonnier, ça c'était aux premières rencontres. Il y avait le docteur Sylvie Détioliaz, Sylvie Détioliaz plutôt. Il y a eu Mario Beauregard aussi, qui n'était pas du tout connu. Hein, il s'est fait connaître aussi au colloque de Martigues. Et après, il y avait des gens de Yance, France, des associations qui étaient représentées. Voilà. Et ça c'était au premier colloque. Au deuxième colloque, c'était Eben Alexander, qui n'était jamais venu en France. Le professeur Jeffrey Long, qui est le fondateur du site NDERF. Alors, le site NDERF, c'est le plus gros site internet au monde qui recueille tous les témoignages du monde entier. Voilà. Il y avait Penny Sartori, enfin, il y avait des gens d'Israël, du Maroc. Enfin, c'était vraiment international. Voilà. Et alors, deuxième question, Sonia, et je vais citer juste, elle était déjà partie, mais juste Elisabeth Kubler-Ross, pour que son nom soit posé et ses travaux soient… Ah oui. Elle était décédée avant que je l'invite, mais c'est vrai que c'est une pionnière. Et bien avant Moody, elle avait recueilli ses témoignages. Et elle a laissé cette partie à Moody, parce qu'elle, c'était les soins palliatifs. Absolument. Donc, c'était pour lui rendre hommage. Ouais. Donc, les réseaux, ce champ-là d'études continue de grandir. On a vu avec Mario Beauregard que tu cites et qu'on a vu à la première vidéo qu'il a créé le manifeste, il a écrit et puis il a mobilisé 300 plus scientifiques autour de ce manifeste pour une science post-matérialiste que vous pouvez trouver sur Internet. Aujourd'hui, 20 ans, 15 ans après, qu'est-ce que tu perçois de ce maillage de scientifiques et en même temps d'idées et de scientifiques alimentés par les expériences des uns et des autres? Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça grossit pas? Et à quel endroit on est? Parce que quand on regarde le monde et la manière dont évolue le monde, des fois on se dit oh là là, c'est plutôt de l'ombre que de la lumière là qui est en train de nous arriver dessus. Aujourd'hui, précisément, comment tu perçois les choses et comment tu perçois l'évolution possible? Alors, c'est une bonne question, si on me la pose. Écoute, ça cesse d'évoluer, ça ne cesse pas d'évoluer. Vous avez vu dans la première vidéo Stephen Loret. Stephen Loret que j'ai interrogé en 2013 pour le colloque de Marseille. Et il n'avait pas ce discours-là. Il n'avait pas du tout ce discours-là en 2013. Pour lui, il me demandait pourquoi ces cas extraordinaires d'EMI étaient relatés dans des livres commerciaux et pas dans des revues scientifiques pour en faire profiter les confrères, quoi, voilà. Parce qu'il jetait un peu, il pointait quelques médecins de relater ces cas dans des livres et pas dans des revues scientifiques, quoi. Donc, Stephen Loret a bien évolué, il s'est adouci, il a mis de l'eau dans son vin, comme on dit, mais peut-être parce qu'à force d'étudier ces témoignages, il s'est fait sa propre opinion. Et il me fait penser, Stephen Loret, à un cardiologue qui s'appelle Michael Sabom. Donc, si vous pouvez, je peux me permettre de raconter très brièvement son histoire. Il y a quelques années, au tout début de la recherche avec Raymond Moody, etc., les pionniers de la recherche aux États-Unis, Raymond Moody donnait une conférence de 300 personnes où il expliquait ce que c'était qu'une EMI. Et à un moment, dans la salle se lève un cardiologue qui s'appelle Michael Sabom et qui dit « Mais docteur Moody, vous êtes un escroc.
tous ces témoignages-là, c'est de la fumisterie. En gros, ça fait 30 ans que je bosse dans cet hôpital. Je n'ai jamais entendu des témoignages dont vous venez de relater. Et là, un autre homme se lève et se lève, il se tourne vers le cardiologue et lui dit, voilà, docteur Sabom, je suis un de vos patients, vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. J'ai vécu cette expérience, mais vous êtes certainement la dernière personne à qui j'en aurais parlé. Et là, ça a été la foudre, parce que le docteur Sabom a été de l'ego, a dit, ben non, c'est pas possible. Donc, il a fait sa propre expérience dans son propre service et il s'est aperçu que 30% des gens de son propre service avaient vécu une EMI et le docteur Sabom, par la suite, est devenu un spécialiste des ME. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, Steven Loré, peut-être, qui est très costaud, hein, il s'est adouci, mais je pense qu'il prend le même chemin quand même. C'est la particularité de ce champ d'études, parce que c'est un champ d'études. On ne peut pas faire avancer uniquement par la preuve, par prouver rationnellement. Ça passe par l'épreuve, par éprouver. Et c'est là qu'on a une nouvelle, j'allais dire, catégorie de scientifiques qui sont autant dans la preuve, cerveau gauche, rationalité, nous en avons besoin, et dans l'épreuve, dans ressentir et prouver. C'est là qu'il faut vivre l'expérience. Que ce soit comme Eben Alexander, parce qu'il se retrouve dans le coma, son esprit voyage et il revient et dit « mais je me suis trompé tout le temps, la conscience n'est pas ce que je croyais », ou d'autres expériences comme celle que tu viens de citer. Il y a les deux, il faut les deux. Alors, ma deuxième partie de question, Sonia, et tu as après une question ou deux du public, comment tu vois les choses évoluer? Intuitivement, je me dis, bon, ben, la vie est la vie est la conscience, on ne va pas l'arrêter. Et en même temps, des fois, on se met des pots de banane tout seul, quoi, et on s'empêche d'avancer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, ça fait partie de la vie et de l'expérience. Ça fait partie de la vie et de l'expérience. Mais on va progresser vers l'ouverture de conscience. Mais bien sûr, c'est évident. C'est évident et je vais y mettre beaucoup d'humour dans ce que je vais te dire. Il y a quelques années, quand j'avais donné une conférence et que je racontais ces cas, hein, donc j'avais un cas d'aveugle qui avait vu pendant une EMI qu'on lui dérobait ses bijoux, tu vois, et elle s'était réveillée et puis elle avait donné tellement une description très précise de ses internes qui avaient dérobé ses bijoux, la pensement, que le responsable de l'hôpital a retrouvé les internes et les bijoux. Et donc, quand je racontais ça à une conférence, il y a un homme qui s'est levé, qui m'a dit, mais vous êtes bien gentil, quoi, c'est bien mignon ce que vous racontez, mais que pouvez-vous dire à des gens comme moi si je vous dis que je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et là, je lui ai répondu, mais spontanément, hein, je dis, pourquoi Saint Thomas, vous l'avez vu? Parce qu'ils sont tous en train de faire référence à un Saint Thomas qu'ils n'ont jamais vu finalement. Alors, il y a eu un bug au niveau du son, c'est pourquoi Saint Thomas, vous l'avez vu? Voilà, c'est ça. Et, c'est dommage que ça a coupé. D'accord, ok. Mais en gros, ce que j'ai observé, c'est que quand vous êtes médecin et que vous vivez l'expérience, vous n'avez plus le même regard sur ces expériences. Le docteur Postel qui a vécu une EMI partagée, au départ, il disait ces expériences, c'est des hallucinations, c'est un manque d'oxygène dans le cerveau, c'est l'anoxie, enfin, tout ce que tu veux. Et le jour où il a vécu une EMI partagée, il est devenu aussi, c'est avec lui que j'ai cofondé le cléric pour étudier la conscience. Donc, la question, c'est l'expérientiel joue un rôle déterminant, mais moi, j'aimerais de tout cœur qu'on n'ait pas besoin de vivre cette expérience et qu'on fasse confiance aux millions de témoignages qu'il y a à travers le monde. Ça suscite la question, quelle est la valeur d'un témoignage aujourd'hui? C'est ça. Quelle est la valeur de l'expérience humaine? Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Sonia, si tu peux faire juste attention au câble, parce que chaque fois que tu touches le câble, ça grésille un peu. Ah, excusez-moi. Il y a deux questions, une du chat et une de la salle. Je peux parler? Ben, viens là, avec grand plaisir. Jacqueline, alors, nous applaudissons. Merci Olivier, merci Sonia et merci chacun ici. Alors, dans mon expérience, il y a eu plein d'expériences d'écouter et plein d'expériences que j'ai faites. Les expériences que j'ai faites, c'est quand on m'a proposé de me mettre en hypnose et tout d'un coup, j'ai revu toute ma vie et j'ai revu que je n'étais pas à l'endroit où je devais être. Donc, ça a été le début d'un changement. Ensuite, j'ai travaillé, il y a un témoin dans la salle, des premières personnes qui ont osé parler de leur IMI.
C'était en 93, donc on était pionniers à l'époque, mais personne n'osait en parler. Donc j'ai énormément lu sur ce sujet et j'aime commencer à faire de l'hypnose à mes patients, car je suis médecin. Et l'hypnose à mes patients, hier, Louis me disait, mais pourquoi tu as arrêté? Alors, j'avais fait de l'hypnose pour permettre aux gens de faire des examens sans souffrance, mais quand j'induisais l'hypnose, l'anesthésiste ne gagnait pas sa vie, je regardais les estomacs, les intestins, et c'est la penseuse qui partait en état de conscience modifié. Le problème, c'est qu'il fallait faire l'examen et que l'anesthésiste gagne sa vie. Donc j'ai arrêté ça, j'ai continué chez moi, et puis j'ai continué aussi à travailler sur moi, à faire des expériences intéressantes. Et par rapport à ce que disaient Olivier et Sonia, je crois personnellement qu'il n'y a pas besoin de passer par des psychédéliques, car nous les avons à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai fait moi-même des expériences, parce que quand on admet, quand on se fait confiance, c'est déjà la première chose, quand on se fait confiance, ça veut dire qu'on lâche l'ego et qu'on ouvre tout. Et quand on ouvre tout, c'est ce que nous racontait l'autre jour Patrice, c'est par rapport à Milton Erickson, c'est pas Patrice d'ailleurs, c'est Milton Erickson. Milton Erickson, quand il avait les gens, Milton Erickson, il était handicapé. Et il mettait des gens, il avait une grande foule de gens qu'il formait et il leur lisait le bottin. Et il lisait le bottin. Et quand les gens rentraient chez eux, 6 mois après qu'on les interrogeait, ils disaient non, mais en fait, c'était bizarre ce truc-là. Et quelque chose a changé dans ta vie? Ah non, j'ai changé de travail, j'ai changé de femme, et voilà. Mais il ne l'avait pas mis en relation. Donc, je crois que chacun de nous a beaucoup de capacités, bien plus que nous croyons. Nous sommes des merveilles parce que nous sommes reliés. Et moi, ma question, c'est par rapport à ce que nous faisons ici, c'est puisque nous sommes tous interreliés, comment faire que ces expériences en conscience de chacun puissent retentir. Un petit bruit dans la salle. Il y a un petit bruit dans la salle, voilà, qui est réglé. Voilà, une machine qui se déclenche. Ah ouais, qui n'arrête pas de se déclencher. Automatiquement, c'est pas grave, on va attendre tranquillement que ça s'arrête. Comment faire que chacun qui est interrelié à l'univers, à chaque fois qu'il accepte d'être lui-même, comment le mettre en conscience et citoyenneté? Moi, c'est ma question. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Hein. En tout cas, moi, ce qui me passionne, c'est ça. C'est franchement les capacités de chacun. Elles sont formidables, incroyables, si on se fait confiance. Merci Jacqueline. Juste une question. Tu as une question pour revenir à Sonia? Est-ce que c'est une question pour Sonia? Oui, pour Jacqueline Sonia. qui était médecin, donc nous avions un témoignage de médecin. Une question pour Sonia et pour nous tous, que je lis de la part de Laurent. Sonia ne nous a pas dit ce que serait un gouvernement éveillé à un champ de conscience plus élevé. C'est vrai que tu t'es arrêtée en cours de route, Sonia. Vas-y. Alors, un peu de rêve éveillé, mais… oui, un rêve éveillé, mais la première, allez, je vais donner quelques exemples, mais c'est ma vision à moi de ce que je peux imaginer comme gouvernement idéal de quelqu'un qui aurait vécu une EMI et qui est président de la République. Mais la première, c'est que personne ne dorme dans la rue déjà. C'est-à-dire qu'avant tout le monde, on pense aux plus petits d'entre nous. Et la première action qu'il faut faire, c'est des choses envers autrui et que personne ne reste sur le carreau à la rue, quoi. Déjà penser à moins capitaliste, moins faire de l'argent, penser plus aux salariés, être beaucoup plus en commun, quoi. Et faire des actions qui représentent les valeurs des expérienceurs après leur EMI. Mais bon, c'est compliqué avec l'Europe, c'est compliqué avec toutes les lois et les règles qui sont gérées. On m'entend plus? Si, je m'adresse à une personne. D'accord, ok. Parfait. Mais bon, ça pourrait donner un débat, une conférence particulière, hein, juste sur ça, hein, pour développer. Troisième rencontre, parce qu'au deuxième, la lieu de but. D'accord. On te réinvite, Sonia, sur un gouvernement conscient. Mmh. Et quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit une EMI, des psychédéliques, de l'hypnose, voilà. Ouais. Oui, bah, tu mettras à côté fiction, hein, parce que je crois pas qu'on va nous prendre pour sérieux. Oui, peut-être. Sonia, est-ce que il nous reste un peu de temps, peut-être une question du chat. Il y a une question ou une intervention? Alors, on peut prendre dans la salle. Plutôt des questions pour Sonia que des interventions. Alors, on va question. prendre… Non, non, Daniel, c'est une intervention, plutôt des questions. Vous avez une question? C'est une question. Ah, c'est une question. Vas-y. Alors, pose-la tout fort. Oui, je voudrais
dire, Sonia, que pensez-vous du fait que quand on entend le récit d'une EMI, ce qui fait que ça fait ces transformations que vous avez décrites, c'est la vérité de la parole. Moi, c'est ça qui m'a frappée. Dès qu'on entend quelqu'un raconter, il se passe quelque chose de tout à fait particulier, qui est qu'on sent qu'il parle avec son être tout entier. Et ça, c'est de soi-même complètement convaincant, et ça nous fait partir vraiment, ça nous fait vivre ce que c'est que cette conscience multiple dont vous parlez. Et deuxième question, comme ça tu répondras. Merci beaucoup. Ouais. Deuxième question, comme ça tu réagiras aux deux. Bonjour. Mais on ne sait pas si on doit regarder l'écran. Oui, c'est ça. C'est troublant. Ici, c'est là. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma question pour Sonia, c'est, puisqu'on parlait de transformation de personnes qui nous gouvernent, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, Sonia, quand vous faites des colloques ou des rencontres, d'inviter un maximum de ces personnes des gouvernements? Est-ce que ça agit? Puisque les témoignages sont agissants, voilà, ça serait une possibilité d'agir. Oui, bah, je rigole, mais je rigole jaune, hein, parce qu'au départ, pour les sceptiques, il n'y avait aucun sceptique qui voulait venir à Martigues, et puis au deuxième, ils sont venus, par exemple. Donc peut-être qu'ils accepteraient de venir pour s'inspirer de ce qui va être dit. C'est pas bête. C'est pas bête. La question est pertinente. Je vous remercie. Pourquoi pas? Merci pour ces deux questions. Alors, je l'avais dit, je l'ai évoqué, j'ai dit que c'était une vérité inconsciente qui résonnait en nous. Après, je ne sais pas quel est le processus. C'est comme les processus de guérison inexpliqués. Il y a des gens après des EMI qui guérissent. Est-ce que tu es assez d'accord avec Olivier Chambon qui dit que quand on entre en état élargi de conscience, comme de manière un peu ultime dans une EMI, on rejoint quelque chose qui est de l'ordre de la grande conscience, l'océan de la grande conscience, qui vibre sur des tonalités qui sont, de fait, nous le constatons, des tonalités de compassion, d'amour, de solidarité, de reliance. Tu le dirais aussi comme ça? Je le dirais peut-être différemment, mais je pense, je dirais qu'on est, je pense qu'on est en contact avec ce qu'il y a de mieux en nous, comme Nicole Dron qui disait que, lors de son EMI, qu'elle disait qu'elle avait vu et qu'elle n'avait même pas reconnu, elle voulait se marier avec une personne qui était tellement parfaite, qui rayonnait, c'était une personne réalisée, mais c'était elle, avec des vies futures, mais réalisées. Mais se marier avec elle-même, avec le meilleur. Elle n'avait pas compris que c'était elle, mais en réalisée, en parfaite, quoi, et qui savait tout, qui avait accès à tout, et qui avait compris qu'on était tous amour. Et voilà, ça ne faisait qu'un. Voilà. Peut-être qu'il ne faut pas chercher ailleurs, il faut chercher ce qui est en nous déjà. C'est déjà pas mal. Merci, un grand merci. Voilà. Merci. Merci au public, super sympa. Pour terminer et clore notre séance ensemble, d'abord un grand merci d'être là depuis tu n'es pas en France, depuis l'étranger. Quand on avait préparé et dans la vidéo de préparation, tu disais que le plus important, c'était en fait l'amour et dire aux personnes, le premier pas qu'on peut faire, c'est dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Ah, ben tu vois, c'est quelque chose d'essentiel dont je n'ai pas développé parce que ça a été très vite. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le plus important, c'est d'être aimé et d'aimer les autres et le dire plus souvent. C'est vrai. Si on a envie d'acheter ton livre, on peut se le procurer. Et si cela vous arrive, est-ce que tu peux nous le montrer? Tu l'as près de toi ou pas? Non, je ne l'ai pas pris avec moi. Je vous avais dit, ayez votre livre près de vous. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il était à côté de moi quand on avait fait les tests chez moi, mais voilà. Je ne parle pas toujours avec toi. Voilà. Et si cela vous arrive, ces expériences de mort imminente qui transforment votre vie, qui prolonge ton intervention d'aujourd'hui. Ton actualité à venir, Sonia, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu portes à la fois cette parole, tu l'as vécue pour toi-même, et puis tu es une agitatrice dans le bon sens du terme, une activatrice, un catalyseur de toutes ces idées-là. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines étapes sur ton chemin? Alors maintenant, je te vois sur un autre écran, alors je regarde à côté. D'accord. Je prépare, je finalise un nouveau film documentaire et c'est déjà pas mal parce que
Le premier, j'avais mis 7 ans à le faire, celui-là un peu moins, mais ça prend du temps. Et puis, je vais accorder en début d'année un peu plus de temps aussi pour faire connaître mon livre, hein, en faisant des tournées, chez les Cultura d'ailleurs, en début d'année, voilà. D'accord. Et le film, l'angle du film, de ce film sur lequel tu es qui est en cours, c'est toujours sur les EMI, mais je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Voilà. Eh ben, on souhaite J'aime bien faire des surprises et tout. Voilà. un immense succès à la fois à la préparation, à la création et à la sortie de ce projet-là. Merci Sonia, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Merci. J'ai envie de lire avant la transition un dernier commentaire. Ça Bien donne sûr. envie de proposer des EVI, des expériences de vie imminentes. C'est tellement rare pour certains. Donc, un commentaire des Ah, oui. Merci. Alors. Merci Laurent. Et je crois que c'est Pierre Rabhi dont tu saluais la mémoire tout à l'heure, qui disait mais la question la question n'est pas celle de la vie après la mort, c'est celle de la vie pendant la vie. Il fait quelque chose comme ça, c'est la vie avant la mort. Quelles sont nos vies et c'est quoi une vie en conscience? Sommes-nous réellement vivants? Ça vous va? On avance bien? Alors, je vais vous donner une idée du chemin que nous allons parcourir. Moi, quand on me dit viens, on va se promener, j'ai besoin de savoir où on va, à quelle heure on mange et par quelles étapes on passe. Il y en a qui s'en fichent complètement et qui se laissent porter par moi. J'ai un petit côté comme ça contrôlant. Et alors, nous allons tout de suite après le jingle accueillir avec une grande joie Fabienne Raoul qui, elle aussi, va nous propulser dans le champ entre science et conscience, entre cœur et raison, en nous parlant de l'eau. Et pour terminer la matinée, nous aurons, je m'en réjouis, c'est le cas pour tous les intervenants, intervenantes, mais particulièrement Audrey, parce que, non, pas particulièrement, aussi Audrey, mais Audrey va faire la jonction, c'est ce sur quoi je voudrais insister, d'un point de vue de la pensée, d'un point de vue du regard intellectuel. C'est quoi une pensée qui intègre ces multidimensions de l'être? Et là, nous arriverons au déjeuner. Cet après-midi, sans citer les intervenants, je vois Marie-Pierre devant moi, je vois Marie, je vois Maxence, ils sont quasiment tous là. Il y aura Mathias aussi, il y aura Myriam en ligne. Cet après-midi, nous serons plus dans nos vies concrètement, on en fait quoi et comment on fait grandir et monter cette patte-là, qui est la patte de la conscience. Après l'intervention de Fabienne, nous aurons un point d'étape interactif que je vous avais promis au début, donc nous pourrons continuer la discussion à travers le chat et à travers, évidemment, l'échange entre les participants. Merci. Alors, Roland, tu as tout compris. Là, c'est à toi de jouer. Bah oui, Fabienne, Raoul, ça va être à toi très bientôt. Mets le petit jingle. Et ton micro. Pas celui-là. Non, ça, c'était Sonia. Oui, mais c'est ça, mais Attends, je vais t'aider mais peut-être. fais-le.